Comment ça va, les amis? Ah, quel plaisir de vous avoir. Ah, je voyais pas de commentaires, je me suis dit, attendez, on va passer à la Russie, parce que là aussi, il y a une partie de poker qui est en train de se faire, hein. J'ai failli appeler le passage sur la Russie, j'ai failli titrer ça en attendant le rabot, parce qu'il y a un rabot qui se fait, mais on va surtout évoquer la partie de poker actuelle, menée des deux côtés. On se fait un point de situation avant de poursuivre. Alors, ça date d'hier, hein. Donc on est le 23 là, ça date d'hier. On est le 23 et il est tôt, il est 2 heures du matin. Mais bon, on a une petite idée un petit peu. Donc, encore une fois, bon là il y a de la prise aussi, apparemment. Ça doit être de la prise par hasard, même si c'est intéressant. Parce qu'en général, ce front il est entretenu à feu doux. Ce front-là, c'est pareil. Ah oui, oui, bah on va attendre, mais. Parce que les deux n'ont pas assez de force pour relancer là. Le Dniepr que tu vois depuis que le barrage de Karlovka, Kakovka, il me semble, hein, depuis que le barrage a été, un barrage a été détruit, le Dniepr est totalement asséché. Donc là, il n'y a pas autant d'eau. Et des deux côtés, ça peut favoriser. On ne sait toujours pas qui a fait péter le barrage. Et des deux côtés, ça peut favoriser une attaque. Sauf qu'aucun des deux, hein, Nikopol par exemple, voilà, il y a un petit ruisseau maintenant, hein, le Dniepr, si on regarde bien. Mais bon, alors il faut que tu comprennes qu'en novembre, ça va se geler. Il y aura la Rasputita en novembre, même certains moments mi-octobre. Ça peut aller jusqu'à décembre. Ensuite, il y a l'hiver et les fameuses offensives d'hiver, hein, qui démarrent en général en février, le temps que ça gèle bien. Mais ça dépend. Là, ce que tu vois, ben, tous les jours ça avance, tous les jours ça referme, c'est en train de pincer, ça avance tranquille, hein. Alors il paraît que ça avance pas là, mais si, ça sécurise, etc. Donc ces terrains-là, il faut que tu comprennes que, par exemple, le vin, maintenant, c'est totalement russe, hein. Putain, la typologie qu'ils utilisent, elle est dégueulasse quand même, hein. Avant, c'était mieux. Là, on voit pas ce qu'il y a en dessous de la tâche. Mais on voit que ça avance. La faculté des Ukrainiens, lorsqu'ils ont quelque chose à faire, de la faire là où il faut pas. Ça, parce que franchement, s'il y a bien un endroit où tu contre-attaques, c'est pas là, quoi. Ah ouais, ok, on a compris la vue d'ensemble. Ouais, ouais, tu veux prendre New York. Putain, ils appellent leur ville New York, ça monte quand même. Enfin bref. Je sais pas, je comprends pas. Ok, tu vas rester là une semaine de plus, ouais. Toresk. Non, parce que tes troupes, là, mets-les sur Toresk. C'est Toresk qui doit pas tomber. Si Toresk elle tombe, tout ça tombera, hein, que tu sois dedans ou dehors. Donc encore une fois, le manque de discernement, peut-être qu'ils ont plus que ça à faire, hein. C'est Torres qui compte. Tu vois bien, c'est le plus gros, c'est la grosse ville. Torres qui te permet de remonter le fameux filament. Hein, Konstantinivka, tu connais, hein, Kramatorsk, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, bref, il y a du terrain tous les jours qui est pris. À chaque fois que tu vois des jaunes, là c'est une poche quand même qui commence à s'agrandir. À chaque fois que tu vois du jaune, c'est des combats à l'initiative des Russes, donc ça avance côté russe, c'est pas des combats des Ukrainiens qui reprennent du terrain, c'est l'inverse. Et quand tu vois du rouge, c'est une sécurisation, et donc ratissage sécurisé, troupes russes, voilà. Là, on n'en parle pas, moi j'ai l'œil dessus, mais à tout moment, hein, il suffit de pousser un peu Kupiansk et tu as vu les Russes qui se battent là voient la ville de Kupiansk. Ils doivent voir certains de ces bâtiments. Donc on est à vue. Donc la bataille de Kupiansk, dans pas longtemps, elle démarrera. Ok. Là, je pense que ça doit avancer au point mort, hein, il me semble, hein. Des Ukrainiens qui reprennent un peu. Donc ça bataille surtout sur Volchansk, pardon. Mais les Russes n'ont aucun intérêt à aller plus loin là. Il faut juste entretenir à feu doux. Donc voilà. Là où il faut que les Russes avancent. Alors moi, je pense pas que les Russes raboteront tout avant fin octobre. Ou alors c'est que ils sont impressionnants. On apprend aussi qu'ils ont pas mis, ils sont pas dans la phase assaut frontal, on nettoie tout, hein. Ils sont encore dans la phase j'affaiblis, je détruis, je prépare une grosse offensive. Là, lorsque tu regardes, donc les Ukrainiens ont essayé un coup à revers. C'était ça leur fameuse surprise. Bon, le coup à revers, il n'est pas allé loin, hein. Ils ont rien pris. Vézéloé n'a pas été prise. La seule chose qu'ils ont peut-être un peu sécurisé en bleu, voilà, c'est un village. Donc ils ont claqué encore 10 000 hommes pour rien. Ils essaient de prendre un revers, mais ça ira pas plus loin pour l'instant. Donc c'est là, il faut quand même surveiller. Mais bon, c'est pas le coup de l'année. Les Russes ont raboté pas mal, hein. Ce qui est en jaune, ce qui est en rose pâle.
ce qui est en rouge, ah, c'est horrible, ce qui est à nouveau en jaune un peu plus vif. Les Ukrainiens tentent de résister, mais l'objectif russe, il est simple, il est visible, couper la route au-dessus de Sverdivkovo, si possible couper en deux cette grosse poche, pour d'abord réduire le nord avant de finir au sud. Maintenant, si ça marche bien au sud, si ça monte bien, mais ça a l'air de tenir côté ukrainien, c'est serrer Souja. Donc couper la première route pour isoler les Ukrainiens au nord, qui n'ont pas pu s'implanter comme ils voulaient. Hein. Ils n'ont pas pu ramener ensuite d'autres troupes qui se seraient installées. Ils n'ont pas pu ramener leur deuxième échelon. Les Russes ont réussi à dégoupiller et à isoler le premier échelon du second échelon. Donc même s'ils sont allés quand même pas mal loin, bon, une trentaine de bornes, ils se sont retrouvés seuls, quoi. Les autres avaient du mal à passer avec le matos, les trucs qui permettaient de s'installer. Donc quand tu es dans une ville comme Souja, comme les petites villes autour, ça va, tu peux t'implanter. Comme là, tu peux tenir encore. Mais sinon, c'est compliqué. Et là, il faut le ravitailler. Tu le ravitailles comment? Par la route. Hein, tu vois bien que le terrain, bon voilà, par la route, hein, parce qu'on parle de gros ravitaillement, c'est pas un truc que tu portes sur le dos. Si tu coupes la route, là-haut, ils vont être vachement affaiblis. Si tu coupes les deux routes, tu as quasiment coupé la poche en deux. Voilà. Est-ce que les Russes vont réussir à le faire avant fin octobre? Moi, je pense pas. Mais bon, c'est pas très grave parce que finalement, même si tu les bloques dans cette poche et tu les laisses se battre, les Ukrainiens, à condition bien sûr de cramer moins de ressources qu'eux, t'es gagnant. Donc t'en as rien à foutre. Parce que ça, tu vas le récupérer d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce que tu vas pas récupérer, mon gars, c'est tous les territoires perdus par les Ukrainiens en bas. Donc ouais, c'est des petites tâches, certes, mais quand tu les additionnes tous, c'est l'équivalent de ce qu'ils ont pris là-haut et ce qu'ils sont en train de perdre là-haut. Et là, ils vont pas le récupérer. Le coup de grâce, ça serait une offensive sur Kupiansk. Là, on est en train quand même d'isoler toute une zone. Hein. Si tu arrives à la rivière Oskol, tout ce qui est Pichiané, Petronivka, là, ils vont commencer à avoir chaud au cul, surtout Pichiané, parce que là, ils ont le U. C'est un grand U, mais c'est le U. Voilà, ça, c'est la situation sur le terrain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une partie de poker qui est menée des deux côtés. On a déjà une première partie de poker qui a été foirée, c'est ce braquage manqué de Zelensky, qu'il a du mal à assumer. Alors Zelensky, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit non, mais on a attaqué parce qu'il fallait attaquer là, parce que les Russes allaient attaquer à la fin de l'été, c'est-à-dire en septembre. Donc il fallait attaquer avant. Ok, si tu étais dans une guerre classique avec une armée qui est digne de ce nom, j'aurais dit peut-être, ouais. Mais même ça tient pas, c'est complètement con. Parce que les gens te reprochent une offensive TikTok qui sert à rien. Les états-majors occidentaux, même la presse, tu le vois, la presse occidentale se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette opération? Elle sert à rien. Elle aurait servi si tu avais pris la centrale de course, si tu avais pu tenir, tu avais ramené ton deuxième échelon, tu aurais peut-être pu tenir une poche. Bref, surtout avec la centrale, ça aurait été plus chiant. Mais là, inéluctablement, tous les moyens que tu mets là, tout ce que tu investis là, la boîte elle est en train de couler, pourquoi tu remets de l'argent? C'est ce qu'il est en train de faire. Lui, sa relance, en attaquant là, où il fallait pas, elle est complètement conne, c'est un bluff à deux balles qui est en train de foirer. Ça, c'est voilà. Parce que si tu savais que les Russes allaient attaquer, au lieu de t'engager avec ce qui te restait et perdre beaucoup plus en dessous et à l'est, tu te serais installé en position défensive, sérieuse, et tu les aurais attendus. Tu aurais fait croire qu'il y a moins de troupes et tu aurais ramené des troupes au dernier moment. Tu les attendais chez toi, tu les éclatais. Et c'est eux qui allaient utiliser des moyens. Et tu aurais cramé moins de ressources qu'eux parce que tu aurais été en position défensive, dans des fortins. Hein, parce que quand tu attaques, il faut être beaucoup plus nombreux que ceux que tu attaques. Et donc le storytelling commence sur ce braquage. Jamais ils te diront que en fait, ce braquage a été autorisé par les USA, cette tentative de braquage d'une centrale nucléaire, ce qui est dangereux, a été autorisé par les USA et les Européens. Mais ils vont pas l'avouer parce que tout le monde va dire mais vous êtes complètement taré d'avoir autorisé ça. Mais bien sûr que ça a été autorisé. Bien sûr que c'est une condition sine qua non. L'opération s'est faite grâce à l'ISR américain, grâce à l'ISR des Royaumes-Unis, grâce aux Polonais, grâce à des troupes de l'OTAN, en premier échelon.
Donc vous voyez, donc le storytelling aujourd'hui, c'est la Russie aurait anticipé l'incursion dans la région de Course plusieurs mois à l'avance, mais n'aurait rien fait parce qu'ils sont trop mauvais les Russes. Quand tu lis, tu t'aperçois que c'est des rapports d'unité qui estiment qu'ils sont pas assez nombreux. On leur a demandé de s'entraîner un peu mieux, mais excuse-moi, quand tu es une unité qui est sur la frontière et tu vois pas beaucoup de troupes, pas beaucoup de défense, tu te poses des questions. Mais s'il y a un pacte qui est négocié avec les USA et l'Union européenne, à savoir vous rentrez pas sur le territoire russe, sinon c'est une ligne rouge. Bon, elle a été franchie, mais les Russes la gèrent. Là, tu comprends mieux pourquoi l'état-major a laissé faire. Il croyait pas du tout en une attaque. Il pensait que les Ukrainiens massaient des troupes pour que les Russes massent des troupes là. Et c'était une manœuvre de diversion pour divertir des troupes russes sur le Donbass. Sauf que les Ukrainiens, finalement, ils ont attaqué pour de vrai. Ils ont trahi le pacte qu'il y avait, l'accord qu'il y avait, accord qui les arrangeait plus que les Russes, et on arrive à cette nouvelle situation et à un équilibre qui n'en est pas un. Donc pourquoi est-ce que tu nous racontes des trucs qui essayent de nous désinformer? Hein, pourquoi? Déjà, on n'est pas sûr de l'authenticité des documents. Hein, tu le dis toi-même. Hein, ça sent le, encore une fois, et puis c'est même si c'est des documents voilà. The Guardian précise que les documents proviennent essentiellement d'unités. C'est du renseignement au niveau régimentaire. C'est des reconnaissances qui disent attendez, la zone est grande, on peut pas tout voir, ceci, cela. C'est de ça dont on parle. Et tu veux nous faire croire que voilà, les soldats savaient, mais l'état-major, ils sont tous morts bourrés, ils ont rien fait. C'est une opération d'intox, ça. Et il faut savoir lire entre les lignes quant à le fameux de l'histoire, voilà. Le 19 février, les commandants d'unités ont cette fois été avertis des plans ukrainiens pour opérer une poussée rapide de la région. Oui, sauf que il y avait un accord et l'accord était solide et tout le monde pensait dans l'état-major que c'était juste de l'intox et du pipeau des Ukrainiens qu'ils n'oseraient jamais attaquer parce que c'était pas la quatrième ou cinquième ou sixième fois qu'ils faisaient ça. Donc on comprend mieux que c'est pas de l'incompétence. Au pire, c'est voilà, bon, ils se sont fait avoir, mais n'empêche que ça n'a pas marché. Et là, ils se feront plus avoir. Sauf que là, on a encore une nouvelle ligne rouge maintenant. Alors Zelensky, je vous parle de 3 bêtes depuis tout à l'heure, d'une relance à 3 bêtes. Zelensky, qui vient de foirer pour la deuxième fois en moins d'un an. Oui, c'est ça. En moins d'un an, oui, quasiment, oui. Rappelez-vous l'offensive qu'il a perdue en novembre dernier. Hein, une offensive, dès septembre, il la perdait. Donc, en un an à peu près, il vient d'utiliser la deuxième cartouche du fusil de chasse qu'il a. Ben, il va relancer encore. Lui, il va faire tapis. Parce qu'aujourd'hui, il parle d'un plan de la victoire, qui ramène la paix. Un plan dont il ne donne pas le nom. J'aime bien parce qu'en fait, il a une idée fixe, c'est engager tout l'Occident contre la Russie dans une guerre qui peut être atomique. C'est ça son plan. Parce que là, son plan finalement. Alors, le type, là, il a tenté un pari avant que Trump soit élu. Ou avant qu'ils arrivent à tuer Trump. Hein. Ouais, c'est quand même de l'ordre du possible. Il le foire. Et il relance. Cette fois, il va aux USA, il veut parler à Trump et il veut surtout proposer un plan de la victoire qui démarre dès maintenant, dès septembre jusqu'à décembre. Il veut pas dire ce que c'est, mais en gros, lui, ce plan va ramener la paix, mais l'Ukraine veut faire aucune concession territoriale, elle veut récupérer tout son territoire. Donc déjà, tu sais que les Russes ne sont pas d'accord et c'est les plus forts. Donc ils le tiennent, ils vont pas le lâcher. Sinon, ça ne servira à rien. Non, parce que Zelensky qui parle de paix en leur demandant qu'on soit pour ou contre les Russes, qu'on estime que les Russes soient agresseurs ou pas, aujourd'hui, et là on parle technique, les Russes, pour faire la paix, ils vont pas rendre tous les territoires et faire la paix, ils n'ont aucun intérêt. Ils vont pas rendre le Donbass, ils vont pas rendre, ils ont perdu 150 000 hommes. Personne n'accepterait. Donc on voit bien que c'est de la merde. Le deuxième volet du plan dont il ne parle pas, donc c'est une implication totale, puisqu'il veut que il veut clairement toutes les meilleures armes occidentales et il veut que des grosses livraisons pour pouvoir, après décembre, quand ça gèlera en février, lancer une offensive qu'il estime être victorieuse, qui lui permettra de reprendre du terrain et de négocier avec les Russes. Sauf que c'est la troisième fois qu'il fait ça et on n'est pas sûr que ça marche, parce qu'à chaque fois, il est de plus en plus faible et les Russes sont de plus en plus forts. On le voit là, je veux dire, il est rentré à Koursk peut-être, ouais, et en 2-3 jours, il a pris un tiers en coup de rabot. Et les Russes, ils sont à 10%, là. Parce qu'ils s'en foutent, en fait. Voilà. Là, les Russes, ils jouent un principe simple actuellement. Ils se disent, de toute façon, ces terrains-là, ils valent pas trop cher, là. Tant qu'il n'est pas à course, tant qu'il prend pas Koronevo, tant qu'il monte pas à Rilsk, tant qu'il descend pas de l'autre côté, on s'en branle. Ils vont se perdre dans la forêt, ils vont s'user. Ils ont même pas intérêt à réduire très vite la poche. Moi, je serais les Russes, voilà, je couperai la poche et je la laisserai mourir à petit feu parce que les autres seront obligés de relancer.
Mettre des hommes qui n'ont pas... On a 15 000 morts côté ukrainien pour cette aventure à la con, où il a rien pris. Il a rien pris, le mec. Par contre, ils vont perdre des villes encore. Le problème de ce plan à la con, alors là j'aime bien, on te présente les 4 scénarios de soutien accru des Occidentaux, donc accru. L'autorisation des tirs en profondeur dans le territoire russe, on va en parler. L'augmentation de la pression sur les alliés russes. Tu vas augmenter quelle pression sur la Chine? Sur la Corée du Nord? Aucune. Ah bah voilà, donc tu fermes ta gueule. Voilà, c'est complètement con comme scénario. Le scénario 3, une zone d'exclusion aérienne. C'est-à-dire que tu vas... Les Russes, leurs avions... alors les avions russes, là aussi, mais les mecs, vous réfléchissez avant d'écrire. Les avions russes, ils travaillent en Russie. D'accord? Ils tirent leurs missiles de Russie. Donc tu vas exclure quoi? Sûrement pas leurs avions. Ils sont en Russie. Ça veut dire que tu vas attaquer leurs avions en Russie? Tu vas leur tirer dessus alors qu'ils sont en Russie? Maintenant, tu penses que tu vas attaquer les avions qui attaquent sur le front, au Donbass? Sukhoi 24-25, ils seront défendus. Puis c'est un casus belli total. Là, il y aura une guerre. C'est qui va s'en charger? C'est l'OTAN. Donc tu engages l'OTAN dans une guerre, tu engages l'Europe dans une guerre sans demander l'avis aux gens. C'est ça. Ou alors tu vas abattre tous les missiles russes qui rentreront sur la zone ukrainienne. Bah, déjà, tu vas pas en arrêter des masses, hein, parce que tu as donné ces moyens antiaériens aux Ukrainiens, on voit ce que ça donne. Et en second lieu, le problème, c'est qu'encore une fois, tu deviens belligérant. Donc, on peut taper tes radars en Pologne. Si on tape tes radars en Pologne, tu vas activer l'article 5. Les mecs, ils sont complètement cons. Hein. Non, mais demandez aux Européens, au peuple européen, vous voulez la guerre? Ils veulent pas. Alors pourquoi vous essayez de pousser la guerre en vous rapprochant le plus possible? C'est fou, pourquoi vous lâchez pas alors qu'elle est perdue, cette putain de guerre? Scénario 4, il est excellent, c'est le déploiement de troupes occidentales pour relayer les Ukrainiens. En clair, les scénarios qu'ils voient là, c'est des scénarios qui incitent à la Russie à aller à la guerre. La Russie a clairement dit que les missiles de croisière ou les missiles balistiques qui tapent en territoire russe en profondeur, si ces frappes sont autorisées en profondeur, si elles vont à plus de 250 km, parce que ça va toucher, ça va gêner leur logistique, ça va gêner beaucoup de choses, c'est une déclaration de guerre et ils frapperaient les pays d'où viennent ces missiles, sans dire comment. Le gros souci, en fait, c'est que on peut le voir, hein, c'est un fait. On a une Union européenne et des USA et un bloc occidental qui semblent avoir deux tendances. Est-ce qu'ils en jouent sûrement? Le corps avance, hein, avec les deux jambes. Puisque d'un côté, on essaye de calmer le jeu, surtout verbalement, tout en continuant de laisser faire de l'autre côté des gens qui avancent, franchissent des lignes rouges, poussent un... Tu sais que tu franchis des lignes rouges, c'est bien. Tu te fous de la gueule de ton adversaire parce que tu as franchi des lignes rouges qui n'en sont pas réellement. C'est bien. Ton adversaire, il te balance des lignes rouges comme ça, mais ces vraies lignes rouges, il sait où elles sont. Et tu finis par t'en approcher. Si ton aventure, elle tourne mal, comment dire ça? Est-ce que tu peux dire au peuple européen que tu es en train de provoquer les Russes pour qu'ils aillent à la guerre, que tu veux rien lâcher? Tu fais croire que tu fais des plans de paix, mais en fait c'est des plans bidons, c'est des plans leurres, et juste derrière t'attaques. Hein, je rappelle que Zelensky avait déjà un plan de paix avant juste de déclencher Kursk. Là, on voit le 19 septembre une résolution de l'Union européenne qui, en plus de quelques petites facilités de trésorerie, propose un prêt de 35 milliards gagé sur les intérêts que vont générer les avoirs russes qui sont bloqués en Europe. Hein. Bon. On ne parle pas de cet aspect vol, hein, parce que c'est aussi... La sécurité financière, elle est indépendante de tout ce qui est politique, de tout. Tu as un système financier, dès que tu as un problème avec quelqu'un, tu lui voles son argent. Personne ne voudra mettre son argent dans ton système. Tout le monde attend que les BRICS proposent les mêmes facilités pour y aller. Donc déjà, tu es en train de te saboter. Mais bon, c'est pas très grave pour l'Ukraine, surtout pour les USA qui te demandent, les USA te disent, moi je peux pas être un belligérant ou apparaître comme un belligérant vis-à-vis de la Russie, parce que là c'est chaud, les Russes vont réagir beaucoup plus vertement, donc je vais jouer le modéré. Vous, à vous de les provoquer, tout en faisant croire à votre population avec une rhétorique de paix que vous cherchez la paix et que l'autre est l'agresseur. Alors que là on a deux belligérants, des deux côtés personne ne va arrêter, parce que personne n'a intérêt. On a une résolution le 19 septembre, donc
européenne qui permet aux Ukrainiens de frapper en profondeur alors que les Russes ont menacé clairement. C'est simple, Poutine a dit que les pays qui autorisaient des frappes en profondeur avec leurs missiles étaient en position de belligérant, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il y aurait une riposte. D'autres, par d'autres canaux, notamment Medvedev, on a émis l'hypothèse d'une frappe quelque part dans un pays de l'OTAN, suivie d'une frappe nucléaire tactique, une petite bombe atomique qu'on ferait péter en Arctique, qu'on ferait péter dans un endroit où il n'y a personne pour dire voilà, on est prêt. Et là, les amis, on a encore une fois du 3 bêtes des deux côtés. Les Européens qui voient que Kursk foire, on est encore en train de faire un 3 bêtes et de relancer la machine, 35 milliards. T'en fournis des chars Abrams avec, hein, qui pourront s'enliser. T'en fournis aussi des léopards qui pourront s'éclater sur des champs de mines. Et les Russes qui, eux, relancent là. Parce que autoriser des missiles qui jusque-là les tapaient en Ukraine, les autoriser à taper en Russie, c'est les autoriser à taper loin, c'est les autoriser à taper de manière plus destructrice, à toucher des civils, à toucher des villes, à faire en sorte que la population là n'accepte pas et demande quasiment l'entrée en guerre de la Russie. Là, Poutine ne pourra pas, voilà. La logistique russe, elle est basée sur ça aussi, hein. Alors, ils ont fait reculer tous leurs avions, c'est bien, ils ont compris. Mais les centres de commandement, les centres logistiques, il y a des points logistiques, il y en a toutes les 20-30 bornes, hein, des petits points. Puis tu as des gros centres logistiques dans les villes. Tout ceci, si c'est touché, ça va affecter les Russes. Donc les Russes ne peuvent pas laisser faire. Donc pourquoi tu vas jusque-là alors que tu pouvais te contenter juste, par exemple, de fournir de l'argent ou de fournir encore les mêmes armements. Après les F-16, on passe aux frappes en profondeur. C'est quoi la suite? Donc ouais, les Russes sont belligérants, si on veut, oui, on peut le voir comme ça. Mais là, le truc, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Là, c'est que si ça pète, tous les Européens vont subir. La raison commande d'un moment donné d'arrêter. C'est pas une perte de face, c'est que là, on va vers quelque chose de compliqué, une fois que c'est parti. Début novembre, il y aura la Rasputita. Ça bougera, mais différemment. Ça va pas avancer comme ça. La Rasputita, c'est surtout en Ukraine. Est-ce qu'il y a de la Rasputita à Kursk? J'en sais rien, je connais pas le terrain. C'est de la forêt, donc faut penser que si. De toute manière, la Rasputita affecte toute la zone. Beaucoup de pays d'Europe centrale connaissent cette Rasputita, hein, surtout en campagne, parce que c'est moins urbanisé qu'en Europe occidentale. Et après, il y aura les offensives d'hiver, hein, et encore une fois, voilà, Zelensky, son plan de la victoire, il veut dire ce que ça veut dire. Chète pas de terrain, plan de la victoire. Et je vous dis pas, je vais en discuter avec ceux à qui je vais demander de faire des choses importantes, de nous livrer de manière massive, mais je te fais croire que c'est la paix. Comme ça, les gens croient que tu cherches la paix. Non, c'est pas vrai. Les faucons, ils sont des deux côtés, puis en fait, c'est les faucons qui dirigent la guerre. Et arrive l'inconnu Trump. Donc on a un 3 bêtes ukrainien, on a un 3 bêtes européen, on a un 3 bêtes russe. Et arrive Trump. J'ai envie de dire, qui veut tuer Trump? C'est la question, là, je pense qu'elle est légitime. On vit des temps extraordinaires quand même, hein. Eh oui, c'est le deuxième attentat. On n'avait pas vu ça, je suis allé vérifier, depuis Gerald Ford. Lui, il a connu deux tentatives, deux attentats, deux tentatives de meurtre, en 17 jours, en septembre 75. Bon, il n'était pas très aimé, hein. Puis il y avait un clivage un peu comme ça, hein, droite dure, contre une gauche. Est-ce qu'elle a changé aujourd'hui? Je sais pas, je connais pas bien le contexte. Je connais pas bien la gauche américaine, hein. Je sais qu'il y a une gauche sérieuse quand même qui lutte. Après, c'est pas que des woke, hein. Il y a aussi une vraie gauche. Voilà, on a une Amérique de gauche aussi. Et là, on a 64 jours entre les deux attentats. Alors, premier attentat, on a eu plusieurs versions. On a eu la version, c'est le camp de Trump qui aurait organisé ça. Bon, moi, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Maintenant, moi, j'en sais rien, hein. Voilà, encore une fois, bon, j'ai aucune certitude. Donc, j'utilise juste les probabilités. Bon, je trouve que c'est compliqué de penser que Trump ait organisé lui-même un attentat alors qu'il n'en a pas besoin vraiment, alors que c'est très risqué. Alors que ensuite, quand il y a une enquête, enfin, je veux dire, il y a trop d'incertitudes pour envisager cette version. Néanmoins, ceux qui envisagent cette version et qui s'y tiennent encore là, bon,
Faites ce que vous voulez, hein, puisqu'on est dans un édito, et puis on est surtout dans le cas d'une réflexion. Moi, je ne crois pas. Il y avait aussi une deuxième tendance forte, c'était l'État profond veut tuer Trump. Et puis tu avais la tendance à, entre guillemets, rationaliste qui disait, bon, on est quand même dans un contexte très électrisé depuis une dizaine d'années, avec dans un pays assez violent, où il y a régulièrement, il y en a eu une hier encore, il y a des fusillades où les gens n'hésitent pas à passer à l'acte, donc c'est pas étonnant qu'on ait des mecs qui pètent les plombs et qui essayent de s'inventer une vie parce qu'ils en ont pas. Je le voyais comme ça, sauf que là, il y a un deuxième attentat, avec toujours le même profil, le loser qui veut se faire une vie, qui est facilement manipulable. Là, moi les gars, j'étais rationaliste, maintenant je suis en train de me dire qui veut tuer Trump. Alors, qu'on soit d'accord, c'est pas Kamala Harris qui se réunit le soir, qui organise des sabbats avec Biden, tous ces gens ne sont même pas au courant s'il y a quelque chose. L'état profond, c'est des gens derrière. Eux, c'est des personnages, ils connaissent que leur rôle. Donc je les vois, eux-mêmes, ils ne doivent même pas penser qu'un état profond veut tuer Trump. Ça les dépasse. Faut pas, voilà, faut quand même être raisonnable. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que Trump passe, parce que malgré le cinéma de pain de mie Harris, en réalité, malgré les sondages bidons, en réalité, ce qu'on voit, c'est que Trump, lui, va gagner grâce aux latinos. Et beaucoup de gens estiment qu'il est plus crédible économiquement. Donc là, on a surtout une sorte de soufflet au fromage qu'on fait gonfler, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a des gens qui apparemment veulent tuer Donald Trump. Parce qu'ils pensent que Harris ne pourra pas le contrer. Et on ne peut que lier le premier du deuxième attentat. À imaginer que deux mecs pètent les plombs, hein, comme on dit, un barbu c'est un barbu, trois barbus c'est des barbouzes. Ben là, on n'en est pas loin du troisième d'ailleurs. Bon, je le souhaite pas. L'interrogation est crédible. Un cabinet fantôme qui veut éliminer Trump parce qu'il bloque leur jeu. Sans que les démocrates le sachent. Ah, c'est bien profond. Le reste ne suffisant plus. Là, on a un type. Alors, je vais retrouver son nom parce qu'il a, excusez-moi, mais il a vraiment un nom à la con. Ryan Wesley Ruth. Bref. Ouais, un nom à la con. Un lourd passé criminel. Bon, alors, ça, c'est l'article qui te le dit. Un lourd passé criminel, c'est il a plein de contraventions, plein de problèmes avec la police. Quand tu regardes un peu sa vie, c'est un gros loser. Il a voulu aller combattre en Ukraine, il n'a pas pu. C'est le mec qui veut exister, mais qui n'a pas les moyens. Donc il existe par tous les moyens, ça marche pas. Donc à la fin, il veut buter un président. Sauf qu'il va pas le faire tout seul. L'idée, on va lui donner. Le suspect aurait documenté sa tentative ratée de combattre en Ukraine dans les années 90. Il aurait également été impliqué dans plusieurs procès. Bon, ça n'a pas de sens. Par contre, en février 2023, Ruth a publié un essai à compte d'auteur sur Amazon. Tout le monde publie à compte d'auteur. Ou presque. À une époque, quand il n'y avait pas Amazon. D'ailleurs, le titre est faux parce que sur Amazon, tu n'es pas à compte d'auteur, tu es à compte d'éditeur. Tu publies et l'argent, tu le touches. Et Amazon s'occupe de tout, donc c'est bidon. Il a publié comme beaucoup de gens publient sur Amazon. Le titre, à la fois grandiloquent et loufoque, se traduit par guerre sans vainqueur en Ukraine. Bon, en gros, le mec, voilà, bon, il a regardé un peu trop de vidéos YouTube, il a écrit son livre. Ce qu'il y a, c'est que lui, moi, on m'invite pas à une entrevue au New York Times. Lui, si. Et puis, on fait pas un article de moi, même pour se moquer de moi. Lui, si. En gros, on le dépeint comme un gros loser qui peut basculer à un moment donné pour essayer d'exister comme des tueurs en série, comme tout un tas de gens. Sauf que moi, je vais te proposer une explication. L'état profond, quand il a besoin de pigeons qu'il va hypnotiser ou sur lesquels il va faire pression, ou il va, tu sais, quelquefois, un bon officier traitant, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de monarque, de plans comme ça. Hein. On a le profil type du gars que tu peux manipuler pour un service de renseignement. Et tu peux lui faire croire ce que tu veux. Et puis surtout, si le gars il est pro-ukrainien, il a l'air de gober toutes les conneries qu'on lui raconte, tu peux lui dire que Trump c'est l'antéchrist, c'est un salopard. Tu le repères en 2023. Tu dis, tiens, un pigeon, je vais le mettre sur ma base de données. Là, c'est la CIA procède comme ça, par exemple. C'est comme ça que tu fais. Hein. Des fois, c'est par hasard. Hein. Et un an après, tu te dis, et puis surtout que tu peux anticiper à la limite le vote fin 2024. Puis un an après, bah, le gars, tu le retrouves caché derrière des buissons avec une Kalachnikov. Il est là depuis 1 heure du matin. Il attend Trump. Ça fait 12 heures à peu près qu'il l'attend. C'est important, ça. Comment il connaît l'emploi du temps de Trump?
pour venir la veille se cacher. Parce qu'il sait que de toute façon, il y aura une fouille avant. Partout où Trump va aller, ses agents, ils vont rentrer, ils vont fouiller avant. Et il sort l'arme. Au moment où Trump est là, il est à 300-400 mètres, mais il a une Kalachnikov, et à 400 mètres, tu peux buter un type. Hein. Il a l'air préparé quand même. C'est comme le loser d'avant. Hein. Le gars, il sait quand même se servir des instruments comme un manomètre, il me semble, hein, des instruments de tireur. Il a quand même quelques bases là aussi. On sent le type qui aime ce genre de truc, il y a quelques bases, et le dimanche il doit s'entraîner, puis il a été pris en main par les services, quoi, de l'état profond cette fois, comme la CIA. Et qui petit à petit, par un travail, hein, qui n'est pas forcément un travail de le droguer ou de l'hypnotiser. Je te dis, encore une fois, tu peux manipuler. Il a le profil. Je dis pas que ça s'est fait, mais je dis que ça pourrait être fait. Et il a pu être repéré en février 2023, pris en main par la suite. Hein, tu sais, Mohamed Merah et la DGSI, ça te dit quelque chose? Trump ne doit son salut qu'à un agent qui finit par voir le type dans les buissons, il lui tire dessus. La question, c'est comment il connaissait l'agenda de Trump, ce type, pour venir. Parce qu'il n'est pas venu à l'improviste, il est venu 12 heures avant, il s'est caché dans les buissons, il savait que Trump allait passer. Bon, Trump fait son parcours de golf, ok, mais le type, il savait que ce jour-là, Trump allait passer. Et donc, il devait venir bien des heures avant pour éviter la fouille du club de golf. Hein, ce qui se fait naturellement, c'est une mesure de sécurité. Le type, il reste en voiture, les gars rentrent, ils inspectent tout, ils le font rentrer, et puis partout où il va, ils inspectent avant. Donc là, voilà, les gars, ils sont sur le parcours de golf, l'autre, il est caché dans le buisson avec une Kalachnikov. L'agent lui tire dessus, le met en fuite, il part en voiture, et tu as une femme qui prend une photo. Ah, c'est possible, hein, aux USA. Ce qui permet de l'identifier. La photo, quelque part, c'est un peu son Coran, à lui. Hein, tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc, ils mettent le Coran. Alors, je comprends pas pourquoi les mecs ils vont faire un attentat avec un Coran. Hein. Si, peut-être qu'ils vont prendre le bus, ils vont s'emmerder un peu, ils vont le lire, ils vont feuilleter quelques pages, mais voilà, bon. Non, c'est pour, c'est vraiment le truc à la con, ça. Et ben là, c'est bon, là, c'est peut-être de cet ordre-là, à la con. Ou peut-être que oui, peut-être que non. Bref, on lui met la main dessus. Il est pas mort, hein. Parce que tout l'État n'est pas État profond. Parce que toute la justice, toute la police, tout le monde n'est pas complice. Donc il n'est pas mort. Maintenant, s'il meurt vite, je pense que c'est un marqueur qui expliquerait que ce gars, il n'est pas seul. Voilà. Et puis s'il meurt pas vite, de toute manière, ce genre de service, hein, il y a des histoires comme ça de manipulation où à la fin le type il est au tribunal, il va prendre perpétuité et tout le monde se fout de sa gueule en le traitant de mythomane alors qu'en fait voilà les services l'ont lâché et puis qu'il n'a plus aucun élément à montrer au juge pour lui. Voilà, le juge se fout de sa gueule en disant vous êtes un mytho, oui, oui, bien sûr, les services de renseignement, bien sûr, et la reine d'Angleterre aussi. Voilà. Il publie un roman à la con, à 2 balles, hein, pas un roman, une caricature de roman, sur Amazon, et le type, il se retrouve dans une émission enfin, le mois suivant, une entrevue avec le New York Times. Et il a un article. New York Times, en plus, bon, les journaux comme ça, derrière, il y a aussi des services de renseignement. Hein, ça sert de repérage. Hein. C'est un outil, le New York Times. Ils ont quelques agents là. Il aurait été repéré à ce moment-là. Et son livre, c'est La tare fatale de la démocratie, le désistement de la démocratie et de la citoyenneté globale, Taïwan, l'Afghanistan, Corée du Nord et la fin de l'humanité. En gros, il faut que l'Amérique ait protégé la démocratie dans ces pays-là et on est des faits parce qu'on a reculé. Enfin, tu sais, la pensée binaire à 2 balles. Mais alors, c'est pas la pensée binaire à 2 balles d'un Trumpiste, là. Il faut taper tout le monde, l'Amérique doit dominer. Là, c'est la pensée binaire d'un gogo du nouvel ordre mondial. La démocratie. Il croit qu'il représente la démocratie. Et rigolo, parce que la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de tuer un type qui se présente à une élection présidentielle. Donc en matière de démocratie, tu repasseras. Hein. Tu vois, ouais, quand je te dis que c'est un loser, le mec. Il veut faire un truc dans sa vie, mais il n'a pas les moyens. Il sait pas écrire, il sait pas peindre, il sait rien faire. Alors il finit comme ça. Voilà. Et ouais, c'est pitoyable. Qui sera le prochain président? On a lui, là, crâne d'œuf, là, putain, avec une coupe, c'est bizarre sa coupe. Non, mais si, quand même, faut arrêter, monsieur. À un moment donné, faut être présentable, faut faire humain. Là, tu te demandes, le gars, on dirait qu'il vient de Sirius. Donc lui, il prédit tous les scrutins depuis 84, il s'est loupé une fois, et là, il a prédit que c'est Kamala Harris.
Parce qu'il a des clés. Le mec, il a 13 clés. C'est le maître des clés. Ah, il ne prendrait pas pour des cons, lui aussi. Alan Lichtman peut se targuer d'avoir connu un presque sans faute en 40 ans. Waouh! Ah, il y en avait d'autres qui prédisaient l'élection du président en fonction du budget qu'il a utilisé pour sa campagne. Celui qui a claqué le plus de pognon, je crois quasiment à chaque fois est élu. Bon, comme il claque beaucoup de pognon des deux côtés, mais il y en a toujours un qui claque plus. Alors lui, depuis 84, il s'est trompé qu'une fois en 2000. Il avait prévu une victoire de la part d'Al Gore, d'accord. Alors la méthode des 13 clés, c'est quoi? Puisque tu nous racontes... Il utilise une clé créée en 81 avec l'aide du mathématicien russe Vladimir Kelisborok, qui est basée sur 13 facteurs clés. Alors lui, il exclut les sondages d'opinion, et il se base sur une série d'informations, genre une des clés pour que le parti du président gagne la présidentielle et qu'il remporte des sièges et à la dernière élection de mi-mandat. Bon, on appréciera, on verra ça le 5 novembre. Si tu nous racontes de la merde, ou si t'es tombé juste, ou si vraiment ta méthode elle est bonne. Là, apparemment, tu tiens pas compte de l'éphémère, tu tiens compte de... Maintenant, les gars, en matière d'élection, il y a un truc qu'on appelle la surprise d'octobre, qui rebat les cartes. Il y a deux choses que cet historien ne prédit pas, c'est la dynamique du temps, et il y avait moins de surprises à son époque qu'aujourd'hui. La surprise d'octobre, qui est une surprise qui fait basculer le scrutin. Et puis, on a vu, en tout cas depuis 2016, ouais, surtout depuis 2016, que les élections, c'était serré. Donc moi, j'accorde pas de crédit à ce rigolo. Ah ouais, c'est un rigolo. Mais, comment te dire, on verra. En tout cas, si Trump n'est pas élu, il vient de dire qu'il ne se représenterait pas en 2028. Est-ce qu'il y aura un monde en 2028? Ah, parce que si les démocrates l'emportent là, faut être sûr que c'est la guerre. Si Trump l'emporte là aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Il nous reste à parler de quoi? C'est pas foufou hein, comme édito. Il n'y a pas eu tant d'événements que ça, c'est surtout des événements qui ont évolué. Hein. Hein, donc, d'ailleurs, les amis, les prochains éditos, s'il n'y a pas assez de matière pour faire quand même plus d'une heure, on pourra envisager aussi un édito avec des concepts de fond, des choses comme ça, des vidéos, ou un texte écrit pour travailler sur quelque chose en géopolitique. Voilà, soyez pas étonnés, ou pour meubler aussi. Parce que ben, on est tributaire, un édito est tributaire de l'actualité. C'est pas comme la nuit où je peux prendre un thème intemporel, ou le mercredi où j'ai un invité, ou le vendredi où c'est les chroniques. Là, on est tributaire de l'actualité. Jusqu'au dernier moment. On a le gouvernement Barnier, on peut en parler vite fait, c'est un gouvernement de centre-droit, donc on a compris, la gauche n'a pas voulu participer pour pas se cramer. D'ailleurs, ceux qui pensent avoir encore une carrière n'ont pas participé. On voit surtout des vieilles carnes, des cramés, comme Didier Migaud, soi-disant de gauche, c'est le seul, parce que c'est un type qui sera jamais plus rien, donc autant être garde des Sceaux, franchement, lui, c'est une consécration pour lui, ce type, c'était pas grand chose quand même. Et Vautrin, on a Dati, mais Dati c'est de l'alimentaire, donc c'est pas très grave, hein. Il faut toujours une dati dans un gouvernement. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes, comme disait Brice Hortefeux. Le Cornu, une sorte de... Comment il s'appelait, le ministre de la Défense sous Mitterrand, qui passait souvent au Qatar chercher sa mallette et qui ensuite a été ministre de la Défense sous Macron. Un chauve, un breton qui boitait de la hanche. Ah, je sais plus, le quelque chose. Bah, le Cornu, c'est un peu pareil. C'est le mec qui sert à rien, mais vu qu'il sert à rien, on le garde. Il peut toujours ne servir à rien, quoi. Pannier-Runacher, qui a été ministre de l'Industrie, un jour j'ai vu une conférence Z, elle l'a enlevé la conférence tellement elle était ridicule, on aurait dit une BTS force de vente, qui utilisait des vieilles ficelles des années 70, hein, face à un auditoire apathique. Donc on n'a pas que des cadors, de toute manière on le savait, ils représentent 40% des votants, c'est pas mal, hein. Les 60% des votants, on leur a dit allez vous faire enculer. Vous avez voté nos Front Populaire, allez vous faire enculer. Vous avez voté RN, allez vous faire mettre. Le RN est en position d'attente. On a deux contrôleurs de ce gouvernement qui peut être éphémère, comme il peut durer. Hein. Attention. Attention. 39 ministres, 17 ministres d'État. On ne sait pas. Ici, on a Othman Nasrou. Othman Nasrou, ministre gadget, comme beaucoup. Tu vois, Karim, le maire de Saint-Ouen, là, lui, il n'a pas attendu à côté de son téléphone et des ministres.
Et bah, il n'est pas Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? C'est un gouvernement de centre-droit avec Macron qui est pris en otage par la droite et avec le RN qui prend en otage tout le monde parce que le RN a la capacité. Ben, c'est simple, mec. S'ils veulent passer quelques lois, quand même, hein, histoire de justifier le petit billet qu'on leur donne à la fin, il va falloir qu'ils proposent ces lois. Si le RN et NFI votent ensemble, non, motion de censure. Le gouvernement, il saute. Le RN préfère un gouvernement comme ça que des gauchistes qui ouvrent les frontières. Elle l'a dit, Marine Le Pen. Donc elle est là en contrôle. Elle n'envoie pas de ministre, comme je vous l'avais dit, parce qu'ils vont se cramer. Ça veut dire qu'ils collaborent. Elle ne veut pas collaborer, mais elle leur dit juste, voilà, vos lois, je veux des trucs de droite. Et moi, je laisse passer tout ce qui ne met pas en péril mon programme. Donc à chaque fois que vous voulez faire passer vos trucs, vous avez 230 députés, et nous, on se couche. On s'abstient. Donc le nouveau Front Populaire ne pourra jamais vous censurer. Eh oui, les LR, ils sont une soixantaine, Macron, ils sont 184, et on a quelques liots, enfin bref, ils sont 231. Majorité relative, il perd 19. Il perd 19 députés, Macron, depuis la précédente majorité, mais cette fois, c'est la droite qui contrôle Macron. Il est gêné, lui aussi, quelque part. Sauf qu'il aura beau dissoudre, ensemble ne reviendra pas. Surtout qu'Édouard Philippe, maintenant, il est connu à l'international depuis qu'il s'est présenté. Non, je rigole, je dis des conneries. Macron, il a tenté un pari. Il a fait un 3 bêtes il n'y a pas longtemps, une dissolution. Philippe Fabry nous l'a bien expliqué. Espérant avoir Larcher et ses amis. Finalement, il a foiré. Il a voulu relancer. Il a foiré, il a le gouvernement Barnier. Il pensait que le RN allait pas laisser passer. Mais il a foiré. Le RN, il check à chaque fois, il suit. Il suit, il relance pas. Il laisse faire. Donc combien de temps, et s'il durait un an ce gouvernement? Parce que finalement, ça arrange le RN. Un gouvernement comme ça qui passe des mesures de droite, qui bloque LFI et qui en même temps fait chez Macron finalement, et sans cramer le RN qui peut se préparer pour 2027, sachant qu'ils vont capitaliser sur les erreurs de ce gouvernement. Et si ce gouvernement durait un an et plus, va savoir ça. Il n'y a que Macron et la gauche qui en veulent pas. Macron, il n'a pas les moyens, parce que ça pourrait être pire s'il dissolvait. Donc les seuls qui ont intérêt à dissoudre, c'est la gauche. Eux, ils se sont fait avoir finalement, quelque part. Le RN vise 2027 et puis il va avoir le contrôle. On a, sérieusement, depuis qu'on analyse ces élections, on est parti des européennes. Un jour, on a l'impression qu'un parti s'est fait avoir et le lendemain, c'est Dallas. C'est une vraie série. Et là, je te dis ça, mais autant la semaine prochaine, il y a un nouveau coup de ceci ou un coup de cela. Et puis, voilà que le RN, finalement, il se met avec Mélenchon. Bon, faut pas y croire, non, mais je veux dire, là, encore une fois, on a une imprévisibilité qui est difficile à comprendre. Donc après, voilà, donc c'est le gouvernement Barnier, c'est juste l'effet des causes précédentes qu'on a évoquées. Tout cela se prépare à la prochaine. Même les filles, maintenant, ils ont compris. Ils vont jouer leur rôle d'opposition bruyante. Ils vont capitaliser sur les voix qu'ils ont prises. Ils vont jeter un œil derrière eux sur les socialistes qui sont restés fidèles, faut reconnaître, mais qui composent une force. Les socialistes aussi, hein, cette élection, elle les a ressuscités. Hein, ils étaient pas nombreux. Hein. Ils n'étaient pas nombreux. Et maintenant, ils sont une soixantaine aussi. Les LR ont perdu, mais finalement, ils ont perdu, ils ont gagné. Ils ont perdu, ils étaient une soixantaine, puis il y a eu la scission avec Ciotti, puis finalement, c'est eux qui dirigent le gouvernement. Vous voyez les retournements de situation? Des parties de poker, des coups sur coups. À moi, à toi, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Voilà, donc là, encore une fois, wait and see, comme disait un vieux berbère. Et puis voilà, alors après, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste les insolites. Hein. On va voir une Novae, je sais pas comment on dit. Tous les 80 ans, elle brille, on va la voir dans le ciel. Est-ce que c'est pas l'étoile dont on parle dans certains textes prophétiques? Si, si, dans pas longtemps. Ah, tu vas la voir à l'œil nu. En plein jour, en pleine nuit, je sais pas, mais tu vas la voir, t'inquiète pas. Donc on parlait d'une étoile qui allait briller, on parle d'étoiles qui chutent dans l'Apocalypse, chez Erlmeyer. Enfin, Erlmeyer n'évoque pas d'étoiles, mais d'autres les évoquent. Voilà, ça c'est... Et on a l'insolite, on va avoir une deuxième lune. Alors, en fait, c'est un astéroïde de 10 km, c'est pour faire parler, qui, l'espace d'un instant, c'est-à-dire du 25 septembre, du 29 septembre au 25 novembre, ouais, c'est ça,
donc dès dimanche prochain, il va se retrouver piégé par la gravité de la Terre et il va nous suivre. Sauf qu'on ne peut pas le voir. Il n'y a que les télescopes qui peuvent le voir. Donc c'est l'insolite, mais c'est pas du prophétique. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour cet édito. Je ne sais pas encore si. Je vous confirme, je vous ai tout dit. Je mets le lien si Jess, si Hakim, si Albatros, vous souhaitez monter pour commenter un petit peu. Les amis, j'espère que ce format vous plaît. Hein. J'ai pu la, voilà. Oh là, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que j'ai pas décroché. Si vous pouviez me dire juste si vous m'entendez. Si je vois pas 5 sur 5, c'est que vous m'entendez plus, mais normalement, si vous devriez m'entendre. Est-ce que est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Ah, merci, voilà, ouais, non, parce que j'ai cru que j'avais tiré le micro et le câble du micro, pardon, j'ai cru que ça s'était décroché. Donc voilà, donc j'espère que vous aimez ce format. Hein. Je vais essayer de le renouveler dès que possible. Là, c'était possible parce que l'actualité entre cette nuit et alors, je ferai attention la prochaine fois. Je pense que je ferai ça le matin parce que dans la nuit, on a tendance à parler inconsciemment de manière plus basse et ça se retrouve dans la vidéo. Donc, je ferai attention au son. Mais là, on pouvait encore parce que l'actualité est pas très ça bouge, mais bon, il n'y a pas eu encore de comment dire ça. Il n'y a pas eu d'imprévu. Voilà, donc quand il n'y a pas d'imprévu comme ça, entre le dimanche et le lundi, en général, je peux placer l'édito sous forme vidéo, sinon je peux le faire aussi sous forme d'indirect, revue de presse, quoi. Vous entendez très bien, super, voilà, donc est-ce que j'ai mis le lien ou pas? Voilà, si jamais vous souhaitez monter, sinon on peut discuter à travers chat aussi. Puis on va mettre dans pas longtemps, on mettra la vidéo de Jacques Beau, hein, je trouve intéressante, même si je suis pas totalement d'accord sur certains points, mais enfin il y a des points d'analyse qui peuvent nous intéresser. Voilà, Hakim ou Jess ou Albatros, 8 sur 5. Super Socrate. Voilà. Et mercredi, nous serons avec Pierre-Yves Lenoble et on continuera à parler de Baudrillard, plus précisément. Voilà, on poursuivra le thème de la matrice. Ça va, Fouega? Allô. Allô, allô. Hop, merde. Ouais, est-ce que tu m'entends, Fouga? Nous t'entendons. Allô, ouais. Moi, je Ouais. t'entends. Eh ben voilà, salut, déjà. Bah, salam Eh, alaikum. comment il va? Je t'ai passé déjà une fois sur ton Ouais, ouais, système. ouais, 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 je me souviens, t'es bienvenu. Salut, Hakim. Ben, Fouga, alors, dis-moi tout. Alors, j'ai passé des étapes formidables. Non, mais je veux dire, dis-moi, cette revue de presse, tu voulais la commenter un petit peu, non? Je ne t'entends plus. J'ai pas vraiment. J'ai regardé une partie, je suis parti et là, je suis revenu. J'ai vu que tu m'entends. Allô? Ah, très bien, là, maintenant, d'un coup. Vas-y, hein, on Il y a un t'entend. Allô, Fouga, on ouais, t'entend bien. Vas-y, parle, Fouga, on ouais. t'entend. Euh, en fait, c'est tout bête. Hein. Je suis passé, je suis reparti et là, quand je suis revenu sur ton direct pour voir un peu ce qui se passait, bah, j'ai vu ton lien, je suis monté, tu vois. J'ai regardé surtout ta vidéo d'hier soir qui était très très intéressante. Je t'encourage à poursuivre le sujet, à même dévier sur les sujets, à toujours parler du même sujet en question, le contourner, chercher la C'est dommage que ça. solution, tu vois, et par de là cette réalité. Ça coupe des fois hein, quand tu parles. Désolé. Hein. Ça coupe quand tu parles des fois. Là je t'entends plus, par exemple. Hmm. Ouais. Tu disais, Foga, parce que ça a coupé plusieurs fois. Tu disais donc que le format, l'émission d'hier était intéressante et que tu aimerais donc avoir des émissions comme ça qui tournent autour d'un thème de différentes manières, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un retard, hein, mais ouais.
comment dire, ces réalités là que vous parliez, tous les dogmes, les croyances, ou tu vois les traditions, les vérités cachées, les réalités abstraites ou relatives ou je ne sais quoi d'autre en fait. Euh, Oui, fini. Fini, Parce on a qu'en fait, l'impression. moi, voilà, je vais pas mettre mon grain de sel trop fort, mais Non, mais c'est moi, par exemple, le concept de la nuit. Donc, ce que je fais le dimanche soir, c'est aussi proposer des thèmes variés, des thèmes un peu plus profonds, et surtout proposer de la réflexion aux gens qui après prennent le thème et le réfléchissent à leur manière. Voilà, c'est juste pour donner des idées aux gens. Voilà, c'est un thème qui peut être sympa, qui peut être intéressant, c'est un thème de fond. Et donc voilà. Et ensuite, c'est chacun d'entre vous qui vous appropriez du thème et qui en fait bah, votre réflexion. Voilà, c'est ça l'objectif. Salut Jess. Eh ben écoute Jess, je t'invite à et prendre la j'en ai parole. fait des grandes réflexions, hein. Il faut, il faut, il Quand faut, on sur certains passages, j'ai pas tout écouté encore une fois. il faut. Voilà. Après, c'est toi qui te fais ta réflexion. Le but, il est de réfléchir ensemble le dimanche soir, posément, tranquillement. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de celui qui sait, celui qui sait pas, puisqu'on réfléchit ensemble. Et tu parlais d'autre chose un petit peu que de l'actualité qui est quand même assez angoissante. On va pas Ou lever. voilà. Jess, on t'entend pas. Voilà, Ah, là, Jess. tu m'entends pas là? Non, maintenant je t'entends. Maintenant je Ah, t'entends. Bonjour ok. Jess. Salut, salut, salut à vous. Je suis tombé par hasard dessus. J'avais décidé de faire un break ce soir après mes deux éditos du jour. Et puis, je suis tombé par hasard dessus parce qu'une amie m'avait envoyé une vidéo et la tienne est sortie. Donc, j'ai dit, Eh ben, tiens, je vais aller voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent, de quoi ils parlent. bah Voilà. écoute, bah, j'essaye de faire un peu ce que tu fais, mais tu le fais très bien. C'est un Ouais, format vidéo de temps en temps pour que ça soit un peu plus propre. Bah, je ouais, ouais. m'essaye, puis je vais améliorer ça, quoi. Voilà. Donc, Ouais, ouais, mais je vois, non, mais c'est très bien parce que moi, je n'utilise pas du tout ce software-là. Je fais du direct de temps en temps sur YouTube. Je devais en faire un ce soir et puis non, en fait, j'ai eu un empêchement. Je ferai ça demain. hmm. Mais en fait, comme tu dis, oui, effectivement, la situation est assez anxiogène. C'était l'objet de mon édito du jour qui est sorti vers 19 heures, le deuxième. Pourquoi? Parce que Zelensky est parti présenter son plan de paix. Et alors que le Kremlin a bien annoncé par Maria Zakharova qu'en fait, il n'y avait absolument aucune raison de négocier, qu'il ne négocierait nullement avec l'Ouest ni avec le Kremlin. Et les propos avaient été très, 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 très durs et sévères. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, nous allons voir dans les 72 heures quel va être le résultat de cet imbroglio un peu dans les coulisses diplomatiques et surtout autant du Pentagone que du bureau ovale à Washington. Tu vois, parce que Bah, t'as c'est quand pas, même particulier. Hein. t'as pas l'impression que de part et d'autre, les faucons ont pris la main et qu'on va y aller vers cette guerre. Personne ne peut reculer, ni les Russes, ni de l'autre côté, malheureusement. On a l'impression Alors, que les faucons ont pris la main des deux côtés. alors, on peut dire qu'en Russie, d'après les infos que j'ai, je me suis entretenu à deux reprises, voici 48 heures et hier dans la nuit, avec un décalage. Il y a également des faucons au Kremlin qui sont bien plus rigides et beaucoup plus incisifs que Vladimir Poutine. Et Poutine a intérêt aussi à moduler et à les contrôler également. Hein. Alors effectivement, parce qu'on veut arriver à en débattre finalement. Et puis tu as aussi, bien sûr, Kadyrov qui pousse à la roue parce qu'il suffit de voir, je ne comprends pas le russe, mais quand on a des traductions de ces diatribes qui poussent à dire il faut absolument taper dans l'Arctique, taper dans le milieu de l'Ukraine, taper quelque part. Mais on peut aussi se dire que Poutine et Kadyrov ont un lien privilégié très particulier depuis la mort du père de Kadyrov, Ahmad Kadyrov. Il en a fait un peu son fils et l'autre son père spirituel. Et en fait, quand Kadyrov parle, il est censé parler de sa part, mais en fait, c'est aussi la voix de Poutine. C'est un peu pour tester un petit peu, tu vois, le public, les médias, les réseaux, etc., etc. Hmm. Et là, dans le cas présent, quand tu Ouais. vois le nombre de morts dans la poche de Kursk, là, ce soir, ça a atteint les quasiment 17 000. Hein.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Malheureusement, il y a un rendement qui est effrayant non, mais c'est fou. Mais tu citais Kadyrov. Alors Kadyrov, il a aussi un truc, c'est que c'est un fin politique. Il sait naviguer et il sait sentir la tendance. Et la tendance, c'est que ce qui rend Poutine fort, les gens derrière qui le rendent fort, notamment les services, bah, eux sont très faucons. Patrouchev, Narikin, par exemple. Oui. Alors peut-être moins celui du FSB qui s'est un peu planté au début, mais voilà, on a les services derrière. Il y a aussi des gens dans l'armée qui aimeraient bien, qui sont derrière Surovikin d'ailleurs, hein, qui ont évité à Surovikin de Bah mourir, alors, qui poussent tu as aussi à la guerre. Hein. tu as quand même le héros de la guerre en ce moment chez les Russes, qui est devenu une icône extrêmement importante, mais à un point invraisemblable. Il y a eu une espèce d'iconographie qui s'est développée dans les médias, un peu partout. C'est le général Alodinov. Parce que le général Alodinov, c'est vraiment le bataillon Armat, c'est-à-dire les bataillons tchétchènes, qui sont quand même les bras armés les plus aguerris, en fait, de la Russie, puisque de toute façon, Kadyrov et la Tchétchénie ont prêté allégeance à la Russie depuis la mise au pouvoir de Kadyrov, qui est arrivé, qui a été un petit peu présenté comme futur président ou chef de Tchétchénie avant ses 30 ans, mais la loi russe empêche un président d'être élu avant 30 ans, tu vois. Mais depuis, ils sont cul et chemise, forcément. Et effectivement, on va utiliser les Tchétchènes par un recrutement, une conscription volontariat d'ailleurs, où ils sont très bien payés parce que ça coûte un certain prix. Ils sont bien payés de façon à éviter tout problème de corruption parce que la corruption en Tchétchénie est plus violemment punie que n'importe où ailleurs en Russie, Hmm. avec des preuves à l'appui. Hein. Les moindres pèlerins qui se sont amusés à ça, on a des témoignages, on a des vidéos, on a des jugements, etc. Ils ont été lourdement punis sévèrement, tu vois. Et Je voulais, excuse-moi, je te coupe, je voulais ouais, t'interroger surtout sur ce que j'ai dit sur Trump, ce qui se passe, et on a l'impression que Trump est ciblé. Parce que 2 attentats, moi je trouve que ça fait beaucoup quand même pour des coïncidences, des hasards. Qu'est-ce que t'en penses? bien sûr, c'est plus. Tu avais raison de rappeler que Gerald Ford avait été visé 2 fois. C'est exact. C'est le seul qui a été visé 2 fois, voire une troisième il n'était pas sorti sur le perron de la Maison Blanche, mais il y avait un homme qui s'était sacrifié et une femme qui s'était sacrifiée, qui faisait partie des services. Et ça, c'est une histoire qui avait été étouffée à l'époque, mais qui était prêt je crois que c'était pour une présentation d'un truc complètement bête et méchant. Une congrégation qui se présentait, etc. Mais 2 fois, c'est beaucoup. Mais en fait, écoute, tu sais, toujours quand tu as un crime, il faut suivre l'argent. Et l'argent, actuellement, à mon sens, il va directement au complexe militaro-industriel, car c'est l'industrie qui se développe le plus aux États-Unis. Et en fait, on sait très bien que Trump, évidemment, avait déjà parlé d'arrêter les forces de l'OTAN parce que les pays ne payaient pas les fameux 2%, qu'il faudrait monter maintenant à 3% de toute façon. Je crois que sur 27 pays, il y en avait que 14 ou 15 qui payaient. Alors donc, ça n'arrange pas ce type d'industrie. Il faut se rappeler de Dick Cheney quand même, qui était aussi très impliqué dans l'armement et qui a quand même amplifié l'intensité pour partir en Irak. Donc, il y a des intérêts qui sont avant tout économiques. Et Trump veut plutôt produire une mesure d'isolationnisme qui ne pourrait pas être totale, parce qu'il a été quand même celui qui a quand même le seul président qui a dit il fallait diminuer le nombre de bases américaines qui coûtent énormément cher, bien sûr, en maintenance, ne serait-ce qu'en maintenance, en salaire en maintenance, et puis en matériel. Sauf que ça embarrasse aussi le complexe militaire-industriel. Je Eh comprends oui. bien que si tu rapatries du matériel, eh bien, ce sera autant de matériel que tu auras plus à vendre. Je me Parce que souviens, il a face à lui une certaine partie des démocrates, la CIA, une oui, partie du Pentagone, je dis bien une partie, ceux qui oui, sont liés justement au lobby des industriels, les GAFAM aussi sont contre lui. Il a bien sûr. beaucoup d'ennemis qui, eux, représentent l'État profond, une forme d'État profond, et qui, eux, ont tout intérêt à le voir mourir. Hein.
Alors, de plus, j'ai dû sortir un édito, ça fait à peine 8 jours, la semaine dernière, peut-être lundi, sur sa déclaration qui a étonné tout le monde, en particulier les milieux économiques, lorsqu'il a annoncé qu'il avait décidé, s'il était président, de taxer de taxes douanières 100% les pays des BRICS s'ils dédollarisaient, en disant attention, le dollar, tu sais, doit être great again. Alors qu'en fait, on est en pleine dédollarisation parce que les échanges de dollars sont de 60% actuellement. Avec les fonds, avec les transactions sur les fonds, par contre, de monnaie, c'est à 88%. Mais ça inquiète beaucoup la banque, la fédérale, la Fed. Et effectivement, ce serait une mesure qui serait ce serait se tirer une balle dans le pied. Parce que pour l'instant, je pense que les BRICS, c'est avant tout les Chinois et les Russes. Et quoi qu'il en soit, on ne pourra pas nous dire que les élections ne sont pas manipulées par les réseaux sociaux et par tout ce qui est transformation de pensée, en fait, par une foultitude de messages qui t'arrivent en fonction du fait qu'on a détecté que tu correspondais à telle tranche ou à telle tranche pour te faire inverser un petit peu ta conscience de votant, si tant soit peu que les gens ont une conscience de votant. Voilà. Je pense que ce serait une erreur stratégique parce qu'il aurait des ennemis supplémentaires et comme tu le disais, il en a déjà pas mal. Oui. Il en a déjà pas mal, je trouve. Est-ce que, comme moi, tu penses que Kamala Harris c'est un soufflé au fromage et que c'est les médias qui lui donnent beaucoup d'importance et que finalement, elle pèsera pas au moment de l'élection? Écoute, pour ma part, depuis le temps que j'étudie cela de très près, et puis même bien avant, parce que j'avais suivi certaines affaires qui avaient été traitées par elle en Californie dans 2012-2014, elle a été formatée, c'est un produit médiatique. Forcément, elle faisait partie du casting lorsque Biden a cherché une vice-présidente. Enfin, pour nous, c'est quelque chose de tellement évident, mais on n'a pas essayé de voir quelle était la consistance et le background qu'elle pouvait avoir et apporter dans son rôle de vice-présidente. Ça, c'est certain que c'est un produit marketing qui a été mis en place comme, pour ne pas les nommer, bien d'autres. Eh oui, parce que moi, je vais émettre une hypothèse, c'est juste une hypothèse, mais moi, je pense que le désistement de Biden, l'arrivée de Kamala Harris après les primaires, ça a été voulu, ça a été calculé et organisé pour lui éviter le passage des primaires, parce qu'ils avaient peut-être peur qu'elle ne soit pas à la hauteur. Donc là, Biden a fait les primaires, les a gagnées, et puis d'un coup, il y a le cinéma avec George Clooney, les milliardaires qui payent plus. Biden se retire et elle apparaît. Moi, j'ai l'impression que c'est une manipulation et que ça a été prévu de longue date. C'était prévu pour déstabiliser Trump, qui allait baser sa stratégie sur Biden. Donc là, on le voit d'ailleurs, il est déstabilisé. Et deux, il fallait pas que ça se sache. Donc on ment aussi aux démocrates en faisant croire que Biden s'est retiré d'un coup, qu'on a décidé. C'est mon hypothèse. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, écoute, je vais te faire une confession. 72 heures avant que Biden resign et démissionne, je participais à une réunion avec les membres de la plus grosse boîte de cyberintelligence et d'anti-hacking à Barcelone. Et il était question 1h, 1h30 du matin, ça a duré très très longtemps. Et en arrivant sur cette discussion, je leur ai dit, vous allez voir, Biden, il va démissionner. Il va démissionner dans les 48 heures ou 96 heures. Ils n'étaient pas au parfum, ils n'ont pas vu le coup venir parce qu'ils sont dans un autre domaine d'activité en fait. C'est tout, c'est la plus grosse boîte américaine de protection, de sécurité de cybersécurité. Et en fait, évidemment que c'était complètement préparé, présenté depuis au moins 4 à 5, 6 mois. Ça bruissait dans un certain milieu, ça bruissait dans certains couloirs diplomatiques également. Alors, il y en avait qui supposaient et il y en avait qui avaient participé à la stratégie. Voilà. Ce sont deux choses différentes. Parce que même si on n'a pas participé à la stratégie, avant d'avoir des infos, on pouvait supposer quand même, avec toutes les bourdes qui avaient
Et puis, la déliquescence dans laquelle il tombait, on peut le dire, physiquement et mentalement, on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse aller au bout, quoi. C'était plus l'image du bonheur qu'il pouvait gagner pour ensuite mener le pays pendant 4 ans, à mon sens, tu vois, je crois. Oui, en plus. En Alors, tout cas, ça. mais Vas-y, pardon. pour la petite histoire, c'est que moi, je ne joue jamais, je ne parie jamais. Et je dis, ouais, bah, si on joue aux cartes, etc., en famille ou entre amis, on ne mise pas. Alors, ils disent pourquoi? Bah, parce que j'aime pas gagner de l'argent sur le dos de mes amis ou de la famille. Et alors, pour une fois, ils m'ont dit, ah ben non, on parie, Jess, on parie, on parie. Bon, j'ai dit non, on parie. Et puis on m'a dit, bah écoute, on parie $100. Bah, j'ai dit, ok, bah, allons pour $100. Mais ouais, ils étaient 7 autour de la table, donc j'ai gagné $700 8 jours après. Voilà, Ah pour la petite histoire. comme quoi. Hein. Mais Je crois que c'est la première fois de ma vie. Hein. C'est la première fois de ma vie. Hein. ah ouais, Ouais. en tout cas, il n'y a pas de petit profit. Mais on voit quand même Donald Trump qui est déstabilisé par Kamala Harris. Hein. Il refuse de débattre avec elle. Enfin, je sais pas. Moi, il me Alors, donne l'impression d'être gêné aux entournures. oui, mais si tu regardes un petit peu les commentaires qui ont été faits dans Fox News, en fait, pourquoi? Parce que il y a eu un protocole de travail qui avait été vraiment bien étudié par chacun des deux camps. Bon, ils l'ont accepté, ils ont accepté, comme généralement dans tous ces débats télévisés où les deux équipes font attention aux moindres détails, à la lumière, à la température, à la distance entre les deux, au plan de coupe, à la coupure de micro. Et là, il s'est senti un peu floué parce qu'il était quand même dans un studio de télé qui était quand même beaucoup plus poussé vers Kamala Harris. De toute façon, personne ne le dément. Il ne peut pas retomber dans le même moule. Et CNN n'était pas du tout d'accord pour entreprendre quoi que ce soit avec l'un comme avec l'autre. Et Fox News a dit non, on ne veut pas opérer de cette façon-là avec eux, ni avec l'un ni avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà de toute façon que les gens de CNN ne regardent pas Fox News et que ceux de Fox News ne regardent pas CNN. L'Amérique est vraiment coupée en deux en ce moment. Tu sais, moi, j'en parle avec j'ai un fils et ma belle-fille qui vivent à New York. J'ai des amis qui sont à Seattle ou à Dallas ou à San Diego. De temps en temps, une fois ou deux par mois, on en parle. Forcément, ça vient toujours sur le sujet, même si on parle d'autre chose au départ. Et en fait, les gens sont vraiment coupés en deux. Ils ont déjà leurs idées bien arrêtées. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, dans les polls, dans les sondages, en fait, ils sont au coude à coude. C'est partagé en deux. Et ce sera, à mon avis, très, 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 très limité. Il n'y aura pas de différence. Hein. Est-ce Dans un camp, que Jess, c'est pas, on retrouve pas l'Amérique de Nixon, de Ford dans cette coupure? On n'est pas revenu à cette époque, une droite dure au pouvoir, des gens de gauche avec des gauchistes aussi, il y a un peu de tout. Il y a ce clivage-là, en fait, il fait que se répéter aux USA. ce que je ressens pour avoir parlé avec un monsieur que je vénère beaucoup, qui a 94 ans, et qui a été un de mes mentors à un moment donné, un Américain, un sénateur. On revient à la période après Kennedy, après l'attentat de Dallas. On revient à la période Johnson, où là, vraiment, Johnson a repris le pouvoir tout en est. On ne va pas extrapoler là-dessus, on ne va pas revenir sur la commission d'enquête Warren, mais on dira que en fait, il a continué, mais la droite bougeait beaucoup et ça a coupé l'Amérique en deux parce que ça a été un choc thermique extraordinaire dans la conscience collective des Américains. Et là, ça s'est séparé en deux. À ce moment-là, il y a eu ce mouvement démocrate qui s'est intensifié et le mouvement républicain, surtout, qui s'est durci violemment, très violemment. Et d'ailleurs, on a eu les suites après avec Martin Luther King. Après, on a eu avec le frère qui était le ministre de la Justice, Robert Kennedy. Voilà. Et on revient à ces périodes qui ont été extrêmement violentes. Et qui n'ont pas. Et à l'époque, c'était pas médiatisé parce qu'il n'y avait pas autant de médias qu'on en avait en ce moment. Donc c'était très, 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 très censuré par les télés. Hein. C'est-à-dire, ça c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que on a les mêmes ingrédients de l'époque qui étaient volcaniques, mais cette fois c'est encore plus polarisé par les réseaux sociaux, les médias omniprésents. Là, il suffit que tu ailles dans les deux camps sur Twitter. Tu as vraiment, c'est la guerre, mais les gens sont prêts à s'entretuer.
Et alors, le pire de la chose, c'est que dans des villes comme Washington, par exemple, qui sont des villes noires, de population, hein, c'est pas faire de la ségrégation que de dire ça, mais c'est comme ça. Mais par contre, qui sont attachés à Washington, D.C., c'est-à-dire beaucoup travaillent avec tout ce qui tourne autour du gouvernement. C'est pas simplement la Maison-Blanche, c'est tous les services extérieurs. C'est comme quand tu dirais Airbus ne travaille pas simplement à Toulouse, tu as des milliers d'entreprises qui travaillent avec. Et alors là, il y a un conflit d'intérêts parce que les gens qui sont à Washington, D.C. veulent la continuité des services qui sont démocrates, au même titre qu'ils ont apprécié, c'est ça qui est curieux quand tu les interroges, ils ont apprécié les présences des équipes de Trump. Et finalement, tu leur dis, mais vous êtes schizophrène en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. En général, les gens veulent un changement, mais dans une certaine forme de continuité. Voilà, Oui, oui. si je peux te donner un peu une réponse de Non, non, Normand, non, tu vois. non, mais c'est parfait, mais l'Amérique que tu me dépeins, c'est là, il n'y a pas le Vietnam hein, au bout pour servir d'exultoire un petit peu, et puis il y aura pas les années hippies aussi. Là, on a une Amérique qui est coupée en deux, qui est au bord de l'affrontement, qui s'affronte même déjà un peu sur tous les terrains. Et l'élection, finalement, cette élection, elle va rien résoudre parce que si Trump passe, ben, l'Amérique restera électrique. Et si Trump n'est pas élu, là, par contre, j'ai peur qu'il y ait des risques de sécession même. Oh, il y aura forcément, parce que maintenant, ce que je ressens personnellement, tu sais, personnellement, moi, je ne retourne pas aux États-Unis actuellement. Pourtant, j'ai de la famille, j'ai mes enfants, ils viennent, on se retrouve ailleurs, en Europe ou en Amérique du Sud, au Brésil, où ils ont leurs sœurs aussi qui vont visiter, tu vois, mes plus jeunes petites. Mais en fait, ça donne pas envie d'y aller pour la bonne raison que je vais t'expliquer. Si à chaque fois que je reviens, on me dit ah comment ça va Jess? Et on va me dire bon au fait là pour l'instant t'es quoi? T'es pro Trump ou t'es pro machin? On te questionne là-dessus immédiatement. Hein. C'est comme si tu devais avoir un laissez-passer. Alors bon, dans mon entourage professionnel et amical, ils savent depuis longtemps que je leur ai dit, moi, de toute façon, je ne vous dirai jamais quelle est ma philosophie religieuse, quel est mon courant politique, quelle est ma pensée philosophique. Pour la bonne raison que vous pouvez la découvrir dans mes ouvrages, et même ça leur paraît assez confus la plupart du temps, parce que j'essaie toujours de m'extraire de tout cela. Mais en plus, on va te dire, ah oui, mais au fait, tu es à quelle église maintenant? Laquelle église évangélique? Celle du 3e jour, du 4e, du 8e, du 21e? Tu vois? Et ça fait chier maintenant, parce que maintenant, les gens sont devenus extrêmement sectaires. Ils sont sectaires sur le plan philosophique, ils sont sectaires sur le plan de l'image confessionnelle. Alors que ça n'existait pas, voilà 20 ans, ça n'existait pas. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui nous bouleverse quelque part, parce que ça t'oblige dans un certain sens à vivre sur toi-même, tu vois, à quasiment sélectionner ton entourage. Parce que tu n'as pas envie d'être emmerdé avec ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bah oui, oui, non, mais surtout que c'est. Mais cette polarisation, on la retrouve partout, hein. Oui, je suppose en France, bon, je ne suis pas C'est souvent en France, pareil. mais C'est c'est pareil. vrai que, oui, c'est vrai. Bon, alors vous êtes, ouais. Sur tous les plans, même sociétal et autres, les gens veulent se distinguer, les gens aiment bien avoir leur petit groupe et détester un autre groupe, les gens aiment ça, et on se polarise autour des questions religieuses, autour des questions politiques, il y a, voilà, on se balance des anathèmes, personne cherche forcément à discuter, et c'est symptomatique d'une époque, c'est symptomatique d'autre chose, hein. Je pense que ce sont des effets, et les USA c'est pareil, sauf que aux USA en général ça finit dans une effusion de sang, c'est ça qui fait peur. Oui, 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 absolument. Ça peut finir dans des effusions de sang pour la bonne raison qu'il y a des gens qui sont très réactionnaires, qui ont la rage, et puis en plus qui vont. Tu sais, je vais te dire, moi pour ma part, je pense que l'Américain profond, à 90%, est quelqu'un qui ne sait pas vivre par lui-même, il sait vivre uniquement par procuration. C'est-à-dire, il va être membre d'une équipe de basket, il va être fan d'une équipe de baseball, il va être fan de ceci, il va être fan de Trump ou il va être fan de l'autre. Ils ne vivent qu'à travers cela et ils pensent que leur qualité de vie va se développer à travers les loisirs ou les plaisirs de ceux qui vont gagner peut-être pour eux, tu vois. C'est-à-dire que si c'est une équipe, je m'explique parce que je l'ai entendu 1000 fois ça, si c'est l'équipe de San Francisco qui gagne merde, le truc du football. Ah, le Super Bowl, le Super Super Bowl. Bowl. Ah, bah, ah oui, ça doit donner de l'ampleur à la ville de San Francisco.
Bah, je leur dis, mais attendez les gars, San Francisco, je ne vais même pas vous dire ce que c'est. Voilà. Et c'est pareil. Alors, ils vivent par procuration. Ils pensent qu'en votant pour Trump, attention, ils sont très fans. Hein. Quand ils sont fans, ils vont Mais jusqu'au bout. le jazz, ça c'est paradoxal parce qu'on on nous le dépeint comme des gens individualistes et là tu nous le présentes comme des gens qui ne vivent qu'à travers une communauté, un leader, enfin à travers les autres. Et c'est pas Oui. paradoxal? Non, 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 non. Ils vivent vraiment par communauté. Ça, je peux te l'assurer. Tu sais, je connais bien l'Utah, par exemple. Je connais bien Salt Lake City, mais je connais bien des coins aussi, des beaux coins de nature comme Moab, par exemple. Moab, qui est un tout petit bled. Hein. Mais quand vous voulez visiter les grands parcs nationaux, il faut aller à Moab parce qu'à partir de là, vous pouvez rayonner sur des journées